Bonnet le Mag, le deuxième rendez-vous de la semaine. On peut dire aussi le rendez-vous des vrais passionnés de Formule 1, des vrais amoureux aussi également, des pistonnés. À retrouver bien sûr le débat et le grand décryptage. Autour de moi, toujours les mêmes, on prend les mêmes et on recommence par rapport au débrief bien sûr du Grand Prix de Monaco. Hamza Rahmani d'un côté et Brice Germain de l'autre. Brice qui nous a raconté d'ailleurs pendant cette petite pause entre lundi et mercredi une anecdote fantastique sur Jean Alesi. Oui. Mais qu'on ne pourra pas raconter là, c'est ça? Bah non, parce qu'on va attendre justement une petite surprise pour vous peut-être à un certain moment de la saison pour que la personne intéressée nous la raconte. Okay. Parce que c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même assez incroyable. Vous avez passé une bonne émission les gars sur le débrief, c'était cool, c'était sympa. Toujours. Bon, on va garder le même mood et on repart donc du coup pour un tome 2 où on va débattre ensemble autour de la question de Monaco. Regardez plutôt justement ce sommaire avec cette question. Monaco est-il indispensable à la Formule 1? Est-ce que ce circuit est adapté au F1 moderne? Est-ce que sa place est garantie au nom de l'histoire? Est-ce qu'elle doit être garantie justement du fait du patrimoine et de l'ADN? Et quelles sont les solutions pour pouvoir améliorer le spectacle? Et puis en deuxième partie, on aura l'entretien. Éric Bouillet nous livrera toutes ces anecdotes de Renault à McLaren en passant par Lotus, de Fernando Alonso à Jenson Button en passant par Kimi Raikkonen, Romain Grosjean. Bref, ça va être absolument passionnant et vraiment, on peut le remercier déjà, Éric Bouillet, qui nous a vraiment donné du biscuit dans cette interview. Vous avez le sommaire, on lance tout de suite le débat. On a suivi le Grand Prix de Monaco qui était la 7e manche du championnat du monde de Formule 1 2022. On avait des craintes avant cette manche en se disant oui, que ces F1 sont de plus en plus monstrueuses, que ce circuit est tellement étroit que peut-il vraiment y avoir du spectacle. Autre raison qui nous a poussé aussi à ce débat, c'est les négociations actuellement entre l'Automobile Club de Monaco et également Liberty Media pour maintenir le Grand Prix de Monaco au calendrier de la Formule 1. Le Prince Albert, on le verra un petit peu plus tard, reste bien évidemment optimiste et il faut le rappeler, et c'est important de vous le dire à vous chez vous, on avait prévu de faire ce débat après le Grand Prix de Monaco. On a souhaité inviter des personnes de l'Automobile Club de Monaco qui ont décliné, non pas parce qu'elles ne voulaient pas venir, mais tout simplement parce qu'elles n'étaient pas disponibles. Première question, les gars, et premier tableau pour lancer justement ce sujet. Parlons de ces F1 de plus en plus monstrueuses et de ce circuit qui nous semble en tout cas inadapté à la F1 moderne. Pas assez d'espace en piste pour pouvoir se doubler. Je pose la question, mais j'aurais pu mettre un point d'exclamation. Une course qui semble se jouer en qualification. Pas de section propice au dépassement. Rappelons-nous qu'il y a eu 0 dépassement en piste la saison dernière en 2021. Et puis, est-ce que les pilotes du coup ne sont pas incités à prendre des risques, parce que prendre des risques, c'est s'exposer à des conséquences très importantes. Il y a quand même, pour contrebalancer, le fait de dire que c'est quand même une course assez unique et se poser la question. Peut-être qu'aujourd'hui, Monaco n'est pas adapté à la F1 moderne, mais en vrai, est-ce que Monaco a vraiment été un jour adapté à la Formule 1? Parce que quand même, c'est assez antinomique de faire conduire ces bolides dans les rues d'une ville et d'une principauté comme Monaco. Des manœuvres difficiles, mais avec une dimension supplémentaire et spectaculaire. Je pense au dépassement de Pierre Gasly dimanche. Quand tu vois le move passer, tu te lèves de ton canapé, même si c'est pour une 13e place, parce qu'il y a quelque chose en plus à Monaco. Et puis ce circuit qui ne pardonne aucune erreur. Et je crois que Mick Schumacher peut en témoigner. Pour accompagner tous vos propos, j'ai récupéré une petite infographie. Bravo à Ouest France qui a fait un super papier sur le sujet ce week-end. Et regardez un petit peu cette infographie. Vous avez en rouge le nombre de dépassements depuis 1986 à Monaco. Et on voit que du coup, Monaco est le bonnet d'âne des saisons de Formule 1 depuis 1986, notamment quand on compare à d'autres circuits qui ont pu disparaître comme le Grand Prix de Chine. Ah, tu nous lançais là. Non, mais en fait, c'est pas, je vous demande pas un décryptage de l'infographie. C'est, du coup, on va revenir à la question de base. Est-ce que Monaco est adapté à la F1 moderne? Et est-ce que, en fait, à l'inverse, Monaco a un jour été adapté à la Formule 1? Non, Monaco n'est pas adapté à la F1 moderne et Monaco est un ovni dans le circuit F1. C'est très particulier. Et je vais pas dire ça pour le côté paillettes, strass, star. Enfin, ça, on va mettre ça de côté à la rigueur. Ça, c'est bon pour le show business. En deuxième partie, de toute façon. Voilà. Au niveau circuit, c'est très particulier. Mais par contre, en fait, c'est toute la manière dont on voit la F1 qui va vous faire qu'on va juger Monaco. Si on voit la F1 comme un sport de bravoure, entre guillemets, et de dépassement de limites, Monaco est tout à fait adapté à la Formule 1. Si on voit la F1 comme un sport spectacle, Monaco n'est plus du tout adapté à la Formule 1. Et du coup, c'est vraiment la vision qu'on a du sport qui va déterminer si Monaco est adapté. Moi, je pense sincèrement que quand tu as le circuit qui est le plus vieux circuit du monde,
1929 les premières courses. Enfin, pas le plus vieux circuit du monde, mais. Avant la Formule 1. Oui, enfin, je courait à Monaco avant que la Formule 1 existe. Voilà, mais je m'entends quand je dis ça. Évidemment, il y a des circuits plus vieux que ça. Pour moi, on ne vire pas l'arrière-grand-père de la famille. Tout comme on ne vire pas l'arrière-grand-mère qui est Monza et qu'on ne vire pas l'arrière-grand-oncle qui est Silverstone. Là, tu prends de l'avance sur la deuxième partie. Moi, je veux qu'on parle factuellement de cette piste, je veux qu'on parle factuellement des voitures, je veux qu'on parle factuellement du spectacle et je veux qu'on parle factuellement... Alors oui, elles grossissent ces monoplaces. Elles grossissent et la piste ne peut pas grossir. Donc il y a un problème. Pour autant, est-ce que c'est à Monaco de s'adapter ou est-ce que c'est la F1 de conserver son ADN? Voilà. C'est la question que je repose par-dessus à mon cher Hamza Rahmani. Est-ce que tu peux te permettre de prendre en otage un sport? Est-ce qu'aujourd'hui, la F1 doit changer la manière de concevoir? Encore une fois, la question, c'est pas de savoir si avoir des voitures si grandes, si larges, c'est la bonne idée. C'est pas ça l'idée. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu es à Monaco et qu'il est impossible de dépasser à Monaco, est-ce que la F1 doit se dire, OK, on a 20, 22, 23, peut-être un jour 25 Grands Prix dans l'année, il y a Monaco dans ce lot des 25 courses. À Monaco, il est impossible de dépasser avec ces voitures. Du coup, est-ce qu'on change drastiquement la manière de concevoir une Formule 1 pour le Grand Prix de Monaco? Non. Aucun circuit au monde ne peut prendre en otage le sport qu'est la Formule 1. Tu l'as dit tout à l'heure, malheureusement, les limites naturelles de Monaco, ce sont les immeubles. On ne peut pas pousser les immeubles. Donc jusqu'à preuve du contraire, la piste, elle ne peut pas évoluer au niveau de la largeur des voitures. Alors, on me dit, oui, la prochaine évolution en Formule 1, ça va être une réduction de la taille des voitures. D'accord. À ma connaissance, dans mes souvenirs, au début des années 2000, alors c'était certainement pas aussi compliqué ça passait plus pour dépasser, mais c'était quand même compliqué où il fallait une prise de risque de la part du pilote. Et c'est exactement là où on en vient à ta question, comment tu considères la Formule 1? C'est pour ça pourquoi j'aimais Monaco au début des années 2000. Aujourd'hui, avec la taille des voitures aujourd'hui, il est impossible de dépasser. Et pire que ça, c'est que tout à l'heure, on parlait de la stratégie positionnelle. Si tu es devant, sans commettre d'erreur, en restant au milieu de piste, il est impossible de te dépasser. Il est impossible de te dépasser. Fernando Alonso dimanche, il roulait 3 secondes plus lentement par tour que les leaders. Ouais. Il avait un train de 10, 12, 13 voitures derrière lui qui se suivaient tous à une seconde parce que Fernando Alonso faisait le bouchon. Tu mets un tracteur à la place d'une Formule 1, c'est pareil, tu ne pourras pas passer. Et on a vu combien de victoires ces dernières années se jouer comme ça. Daniel Ricciardo, lorsqu'il gagne à Monaco, il a un problème moteur. Sur tous les autres circuits au monde, tu termines même pas la course parce que tu te fais passer par tout le monde. À Monaco, tu termines la course juste en restant entre les rails et en restant au milieu de piste. Personne ne peut te passer, tu gagnes la course. Donc est-ce que Monaco est adapté à la Formule 1 aujourd'hui? Non, Monaco n'est certainement pas adapté à la Formule 1 aujourd'hui. T'as 2 Grands Prix qui viennent de se dérouler à Monaco, dont le poleman n'a pas été le vainqueur. Oui, mais c'est pour des circonstances autres qu'un dépassement. Enfin, là, il s'est quand même passé des choses, je veux dire. Mais c'est la météo, Brice, c'est la météo. Comme sur tous les circuits au monde. Non, c'est la stratégie. Non. Ce qui s'est passé, c'est la stratégie. Comme sur tous les circuits au monde, c'est la météo. Lorsqu'il pleut, tu as une course spectaculaire. La course en Hongrie, ça a toujours été soporifique. La Hongrie avant le DRS, c'est Fernando Alonso qui disait ça. La Hongrie avant le DRS, ça a toujours été soporifique et la Hongrie n'a jamais été menacée. Alors, est-ce que le manque de dépassement en piste fait que tu peux menacer l'existence d'un circuit dans le championnat du monde de Formule 1? C'est ça. Une autre question. Mais je pense pas que ce soit ça qui menace aujourd'hui Monaco. Je pense que c'est plus le prix de plateau, le prix que Monaco doit payer pour être au calendrier qui pose problème en tout cas à la FOM. Il bénéficiait d'un statut d'historique, donc du coup qui payait moins. Mais certaines écuries aussi bénéficient d'un statut d'historique là-dessus. Et est-ce que dans cette lutte à l'économie massive que Domenicali fait pour la F1, Ferrari va être amené à perdre son statut d'historique aussi. C'est tout un écosystème économique qui est en train de se remettre en place. Maintenant, Monaco aussi, j'aimerais le prendre sur un autre prisme. Est-ce que tu te posais la question de supprimer Monaco du calendrier il y a 5 ou 6 ans en arrière? Non. Non, mais moi, personne ne se la posait. Moi, je vais dire très honnêtement, je ne me la pose pas aujourd'hui. Pour moi, Monaco, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Hein. Monaco, pour moi, doit faire partie du calendrier. Mais pourquoi on se la pose? Vraiment à cause des prix de plateau? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même... Parce que les langues se délient aussi, les gars. Et on va le voir un petit peu plus tard dans ce sujet. Les langues se délient autour de Monaco, avec des pilotes qui expliquent qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec des patrons d'écurie qui expliquent que non, là, on est sur un format complètement différent. Moi, j'ai envie de vous relancer toujours cette première partie sur quand même une notion.
Alors, je sais que l'essence de la Formule 1, c'est des batailles en piste, c'est des dépassements. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre Monaco complètement à part ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas la séance de qualification la plus passionnante de cette saison ? Évidemment. Si on devait équilibrer un petit peu le discours, est-ce qu'on n'a pas la séance de qualification la plus passionnante de la saison ? Est-ce que quelque part, les stratégies, le sens de la stratégie n'est pas beaucoup plus exacerbé que sur d'autres circuits ? Est-ce que le sens du risque, quand tu vois le carton de Mick Schumacher, vous pouvez aller le voir d'ailleurs sur le replay de la course de Winamax. Je te jure qu'avec Brice, on est refroidi. Ouais. On est la face caméra, on est pâle et pendant 10 secondes, on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? La moindre erreur, tu l'as vu en essai, la moindre erreur, le moindre détail, tu le payes immédiatement cash. Et est-ce que quelque part, oui, tu n'as pas l'essence du dépassement en piste, mais tu retrouves plein de pans de l'ADN de la Formule 1, plein de choses en tout cas qui nous régalent. Et peut-être que l'on ne répète pas assez à chaque fois parce qu'on part tout de suite, ça me rappelle le foot. On parle beaucoup de la statistique du dépassement, mais on parle peut-être pas assez de l'impression. Et quand tu vois ces voitures flirter comme ça avec les rails, c'est une danse et c'est une valse absolument extraordinaire. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que c'est adapté à la Formule 1 Pour te rejoindre, Monaco, c'est le samedi le plus passionnant de la saison. C'est le samedi qui est immanquable. S'il y a une séance de qualification à voir dans l'année, c'est à Monaco. S'il y a une course que tu peux rater dans l'année, je caricature, hein. Ouais. Mais c'est Monaco parce que le résultat du samedi fait quasiment 90% du résultat du dimanche. La question, c'est pas de savoir quel est le ressenti. Moi, je me régale le dimanche quand tu vois les pilotes flirter avec le rail, prendre des risques. Quand tu veux prendre des risques, les dépassements de Pierre Gasly, je me suis régalé. Charles Leclerc qui a tenté la saison dernière de dépasser, ça a conduit à son abandon, mais il y avait une prise de risque, mais une prise de risque presque inconsidérée, parce que c'est la seule possibilité. C'est-à-dire que sur tous les autres circuits, tu as l'aspect stratégique qui peut te faire gagner ou perdre des positions. Tu as en fait, à Monaco, il y a l'aspect stratégique et seulement, ou l'erreur de pilotage. Allez, l'erreur de pilotage, l'aspect stratégique. Mais les dépassements en piste, ça ne peut pas arriver. Parce que si tu restes en milieu de piste, encore une fois, je caricature, je grossis le trait volontairement, mais si tu restes en milieu de piste, bah, ta place, elle est assurée, tu ne peux pas te faire attaquer. Et aujourd'hui, c'est un problème. Donc c'est pour ça, pour répondre à ta question, après, les solutions, on va en parler en seconde partie, en troisième partie du débat. Mais aujourd'hui, la F1, ce serait hypocrite de dire que la F1 est adaptée à Monaco ou dire que Monaco, aujourd'hui, c'est un spectacle dans un championnat. Non, le cadre Monaco est un spectacle, mais la course est soporifique, on ne va pas se mentir. Il y a des coins à Imola qui sont moins larges qu'à Monaco. Et Imola est revenu du diable Vauvert grâce à Domenicali en payant ce que paye l'Arabie Saoudite, et on se pose pas la question. Mais je suis pas sûr que la F1 cherche à faire payer Monaco le prix de l'Arabie Saoudite. Non. C'est juste enlever les privilèges. S'aligner, tu veux dire ? C'est rééquilibré, on va un dire. Un petit peu. Et on en parlait il y a quelques semaines lors d'une émission où effectivement on te disait, on t'apprenait que Monaco c'est 15 millions, tu payes 15 millions le billet d'entrée, ce qui est largement inférieur à... C'est 10 millions de moins que ceux qui payent le moins. Moi je peux comprendre que Monaco, que la F1 veuille 7 millions. Maintenant, du côté de Monaco, il y a aussi un cadre, et là on en parlera un peu plus tard, il y a un cadre historique qui quand même, c'est l'ADN de la Formule 1. Je suis d'accord. Pour refermer cette première partie, je veux juste rajouter un truc les gars, et je vous rejoins sur le fait que la F1 moderne, que Monaco n'est pas adapté à la F1 moderne, ou que la F1 moderne n'est pas adaptée à Monaco, mais je vous le redis, je pense que dans l'histoire, Monaco n'a jamais été adapté à la F1, ce qui fait son particularisme. Quand tu prends dans les années 50-60, quand Bandini par exemple se tue à Monaco, là les voitures vont beaucoup trop vite par rapport, par exemple, à la sécurité qui est mise en place sur ce circuit. Alors oui, là tu parles d'un problème de spectacle avec ces voitures qui ne peuvent pas être à deux de front et pouvoir se battre, etc. Mais j'ai l'impression que ça fait aussi partie de l'ADN de Monaco, et c'est pour ça que ça le rend si spectaculaire, c'est de voir ces bolides dans les rues d'une ville aussi, dans des rues aussi étroites. C'est ce qui faisait le charme. C'est ce qui faisait le charme à l'époque. Oui, mais c'est ça. Mais après, il y a aussi un autre paramètre, c'est que Monaco pendant très longtemps a été le seul circuit en ville. Et Monaco, c'était la parenthèse citadine, joyau, mer, tout ça. Le truc absolument incroyable. Le singulier de l'année. Exactement. Et puis est arrivé Singapour. Et puis est arrivé Valence. Et puis est arrivé Bakou. Et en fait, dans ces villes-là, qui sont beaucoup plus modernes que Monaco, qui ont des 2x4 voies pour accueillir la F1, et ben forcément, tu te retrouves avec des tracés citadins beaucoup plus communs, et avec en plus de ça la largeur de piste qui te permet d'avoir du spectacle. Donc peut-être que ces circuits-là ont beaucoup moins de charme à la base, mais ont peut-être ringardisé sur le plan du spectacle
l'ADN de Monaco en ville, la course à ne pas rater, parce que c'est en plein milieu de la ville et qu'on a ce sentiment de raser les immeubles. Aujourd'hui, il y a 6 ou 7 GP dans la saison, j'ai pas le chiffre exact, de plus en plus, t'as raison. où ça rase les immeubles. Mhm. Et ben Monaco n'a plus du tout son exclusivité là-dessus. Et forcément, on regarde le spectacle. Le seul circuit de comparaison que tu peux avoir avec Monaco, c'est Singapour. Pour moi, Bakou, alors oui, c'est un circuit en ville, mais Bakou, il y a une ligne droite de 2 km qui a été créée volontairement pour le dépassement. Miami, la fake Marina, on va refaire le débat, mais on en a parlé. Chacun C'est pas en ville, hein, c'est pas en ville. Hein. Kimberly, chacun veut avoir... Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas en ville. Oui, mais c'est considéré comme. Ah mais si parce qu'il n'y a pas de forêt autour, c'est en ville. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même. Un circuit urbain. Ouais, c'est vrai. Las Vegas qu'on va avoir. Las Vegas, on veut passer devant tous les points clés de la ville qui est Las Vegas. Regarde ça. Il y a nulle part ailleurs où tu as un balcon où les gens ils sont au balcon regarder la F1 entre guillemets. Bon, c'est caricaturé. Une fois, le cadre il est extraordinaire. Mais bien sûr. Mais regarde, fille du cadre. C'est pas. Enfin. Oui, sportivement, je suis d'accord. Sportivement, le dimanche, il n'y a rien. Et est-ce qu'on ferait pas un contre-la-montre un contre-la-montre tu sais, genre, tu t'en fais en cyclisme. Et hop, t'en fais en cyclisme, tu fais pas de course, tu sais. Avec le trafic, c'est impossible. Et ça, c'est les solutions. Non, mais quand je te dis un contre-la-montre, c'est vraiment, tu fais une épreuve où tu as peut-être 10 points à la fin. Et ils ont 5 tours chrono à faire chacun. Et tu sais, c'est une épreuve. Et tu pars, et vraiment, tu suis un mec pendant 5 tours qui a un réservoir de 5 tours d'essence, pneus soft. Où le mec il prend des risques tout le long, il ressort éreinté et tu le fais en mode rallye power stage, tu vois, c'est celui qui a le meilleur, qui a le meilleur temps et tu prends 10 points, 8 points, 6 points quelque part. Si tu veux garder Monaco au calendrier et avoir un faible prix d'entrée, évidemment c'est pas une course. Ça peut être une solution. Ça peut être marrant. Ça peut être une solution, juste pour cette question est-ce que c'est adapté à la F1 ou pas. Rappelez-vous qu'en 96, il y a quand même 3 ou 4 voitures qui finissent le Grand Prix de Monaco sous la pluie. Preuve, encore une fois, que je pense qu'à l'époque, la F1 n'était pas plus adaptée à Monaco. Sous la pluie. Il y avait plus de spectacles. Sous la pluie. Sous la pluie, t'as raison. À midi ou à minuit. Partons sur une autre question, les gars, qu'on doit se poser autour de Monaco. Est-ce que Monaco doit garder sa place au calendrier de la Formule 1 uniquement au nom de l'histoire? Alors, c'est un dérivé de la première question, mais vous allez voir peut-être avec un autre pan. Monaco, c'est vrai que c'est l'ADN de la Formule 1. C'est le Ferrari des circuits, c'est un petit peu ce que vous avez dit, puisque Monaco est présent au calendrier du championnat du monde depuis la toute première édition, c'est-à-dire celle de 1950. À la même, le Grand Prix de Monaco existe avant la Formule 1. C'est l'un des monuments de la triple couronne. Supprimer Monaco, c'est supprimer un symbole énorme du sport automobile. Il a révélé, consacré des légendes du sport. J'ai pas besoin de vous les répéter, vous les connaissez. Et il y a aussi le risque, en changeant Monaco, en changeant des tronçons, peut-être de dénaturer ce que Jean-Louis Moncet aime appeler le joyau de la Formule 1, aime rappeler le joyau de la Formule 1. Et puis cette question, les gars, c'est à celle-ci surtout que je veux une réponse. Doit-on rouler à Monaco par simple tradition? Est-ce que le symbole et est-ce que l'environnement est beaucoup plus fort que l'aspect sportif? Doit-on continuer à boire du lait à Indianapolis? Ça pourrait être l'autre question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus tu t'éloignes des traditions, plus tu t'éloignes de l'ADN de ton sport. Alors, c'est pas du tout que je suis un énorme conservateur, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut être... le progressisme, c'est une bonne chose si on n'oublie pas d'où on vient. La F1 ne vient pas de Monaco, elle vient de Silverstone, mais la course automobile, dans son ADN, il y a ce circuit qui n'a pas bougé depuis quasiment 100 ans, un siècle quasiment de course automobile. Et en plus, tu parlais d'un truc très intéressant, la triple couronne. Elle n'existerait même plus. On ne pourrait même plus la tenter. Alors évidemment, c'est pas un trophée qui existe réellement, c'est un mythe, c'est une légende. Mais aujourd'hui, personne ne se pose la question de virer Indianapolis sur les 24 heures du Mans. Indianapolis parce que c'est trop dangereux, ou 24 heures du Mans parce que les mecs sont au rupteur pendant la ligne droite d'Arnage. Donc moi je me pose vraiment la question de me dire est-ce que c'est pas dangereux d'en arriver à se poser la question, et encore une fois à cause d'un problème financier. C'est même pas mais sinon on va plus loin parce que alors regarde, tu vois, je vais donner la parole aussi à Hamza. Regarde par exemple la déclaration de Toto Wolff. C'est pour vous dire que si on se pose la question aujourd'hui, c'est parce que le paddock en parle et parce que les principaux responsables, eux aussi, mettent le sujet sur la table. Toto Wolff, c'était hier à l'arrivée de la course. C'était une course chaotique, habituelle de Monaco, et encore une fois, une leçon doit être apprise de ce tracé afin que les gars ne puissent pas piloter à 5 secondes du rythme dans un cortège. C'est un lieu fantastique, mais ce serait formidable si les courses pouvaient être du même niveau. Aujourd'hui, avec les retards, avec les interruptions, cela ressemblait à un match de la NFL plus qu'à un Grand Prix. Alors ça, c'est l'avis de Toto Wolff, qui rejoint l'avis, on le verra un petit peu plus tard, de Lewis Hamilton de l'année dernière. Mais regardez l'avis, par exemple, de Verstappen. Verstappen ne veut absolument pas se poser la question du sportif. Il dit « Monaco, c'est un mythe irremplaçable, point ». C'est-à-dire... quand tu prends l'aspect mythique, l'aspect historique, l'aspect environnement, l'aspect glamour, tous les aspects, on va dire, de Monaco, eh bien, on fait fi du sportif et c'est pas grave, on fait une exception. J'ai aimé une déclaration aussi de Christian Horner à Canal,
C'est comme si tu retirais Wimbledon du tennis. Parce que ça coûte trop cher en C'est ce que eau ça représente. pour Mais alimenter le effectivement, gazon. Quoi. Le problème aujourd'hui, en fait, c'est que on ne cherche pas. Enfin, les discussions autour de Monaco ne tournent pas autour du spectacle, mais autour de l'aspect financier, autour des privilèges qu'a pu obtenir Monaco au fil des années, de par sa place dans l'histoire. Je suis pas sûr que ce soit la bonne raison. Je suis pas sûr. À mes yeux, en tout cas, c'est pas le. Mais là, tu parles de discussion entre l'ACM et Liberty Media. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de discussions. Et nous, on parle aux passionnés, on parle à ceux qui s'intéressent à la Formule 1. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passionnés de Formule 1 qui, lorsque le rendez-vous de Monaco arrive, disent OK, ça va être. On va s'ennuyer, quoi. On va s'ennuyer, qui se posent, qui remettent en question, à la manière de ce que vient de nous dire Toto Wolff. J'ai l'impression que même dans le public F1, on est tous attachés parce qu'on aime l'ADN de ce sport, mais que d'un point de vue sportif, on a tous conscience qu'il y a des choses à changer. Mais on a tous conscience que les dimanches à Monaco sont potentiellement en fait long. Mais ils peuvent être un peu dramatiques pour l'image de la F1 parce qu'effectivement c'est là que tous les gens qui ne suivaient pas avant la F1 se mettaient à regarder la F1 parce que Monaco c'était le circuit à regarder, mais comme en l'endurance où tu regardes les 24 heures du Mans, quoi. C'était la même chose. Et en fait, ces gens-là ne vont pas regarder le samedi qualification à Monaco, bah non. regarder la course. Ils vont se faire une image de la F1 sur la course de Monaco. Complètement. Et une course à Monaco, c'est pas la meilleure image de la Formule 1 que tu puisses renvoyer. Mais pour autant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de la part de la CM et du Grand Prix de Monaco ? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et ben Vraiment, il y a tout de suite aux solutions, si tu veux. Parce que, en fait, le problème, c'est que si tu modifies le circuit, tu perds ce que représente Monaco dans l'histoire de la F1. Monaco, c'est un circuit depuis 1929 qui n'a quasiment jamais évolué. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième secteur avec la piscine, ça a été rajouté. Mais toute la partie de Saint-Dévote jusqu'au tunnel, c'est la même. C'est la même. Depuis 1929, c'est la même. C'est la même. Il y a eu une modification au niveau de la chicane qui a été rajoutée. Une première fois, qui a été modifiée pour faire une sorte de double chicane, gauche-droite, droite-gauche. La position de la chicane, elle a été avancée, je crois, en 72, avant de revenir un an plus tard à la position initiale. Parce que le problème d'avancer la chicane, c'est que, ok, et c'est aussi le mal peut-être de la Formule 1 aujourd'hui à Monaco, c'est qu'il manque un tout petit peu de ligne droite un peu partout, en fait, sur la ligne droite et sur la sortie du tunnel. Mais le problème, c'est que si tu avances la chicane un peu plus loin sur la sortie du tunnel, tu perds ce qui, moi, me fait le plus frissonner au niveau de du samedi en qualification, le passage du bureau de tabac. Exactement. Si tu perds la vitesse là-bas, tu perds limite le passage le plus impressionnant de Monaco en qualification. Et puis il y a la piscine qui a été modifiée, l'angle du virage de sortie de la piscine, la rascasse et le dernier virage Antonio Nogues. Tu te retrouves dans une situation où il y a eu de toutes légères modifications. Mais si tu dénatures si tu modifies plus que ça, tu dénatures complètement le circuit et tu dénatures aussi l'image du circuit de Monaco et peut-être même l'ADN de la Formule 1. Il faut se rendre compte de l'importance que c'est pour un pilote de gagner Monaco. Pérez. On dit toujours qu'il y a 2 Grands Prix à gagner, c'est son Grand Prix à domicile et le Grand Prix de Monaco. Et si on reprend un petit peu dans l'histoire et dans l'inconscient, entre guillemets, du sport automobile, le Grand Prix de Monaco, ça a toujours été, à mon sens, le Grand Prix que tu pouvais gagner sans avoir la meilleure voiture. À l'époque. C'était celui qui récompensait le pilotage avant tout et pas la puissance de ta monoplace. Parce qu'elle n'avait pas les moyens de se développer, la puissance de ta monoplace. Maintenant, avec l'appui aéro et le développement de l'aérodynamique, c'est différent. Mais il y a une époque où tu pouvais être 14e du championnat du monde et gagner Monaco. Ayrton Senna, Alain Prost, 1984, quoi. Où avec la Toleman, il est plus rapide que exactement. Je me souviens même en 2008, il y avait Adrien Sutil qui était phénoménal lors des premières séances sur tour rapide à Monaco. Jules Bianchi avec sa Marussia qui va faire une 9e position à Monaco. 8e et pénalisé. Max Verstappen en 2015 qui se met à suivre le train des leaders qui passent les drapeaux bleus et qui s'engouffre là-dedans à ça des murs. Monaco, il y a cette notion de... Aujourd'hui, quelque part sur le temple de l'argent, aujourd'hui l'argent de ton écurie ne va pas primer. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi, ton cœur et ce que tu as dans le pantalon qui vont primer là. Comme le dit Ayrton Senna, pure driving. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et encore plus aujourd'hui, j'ai envie de te dire, où tout à l'heure tu parlais des performances des monoplaces. Alors aujourd'hui, ok, Ferrari, Red Bull. Mais en fait, il y a plusieurs pactes assez denses dans la hiérarchie des monoplaces et des performances en Formule 1. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un pilote qui a
la 7e ou 8e voiture des 10 au niveau de la performance, bah, sur Monaco, en qualification, il peut aller taper une 8e place, une Q3. Sébastien Vettel cette année, il fait Q3. Et ça révèle des trucs. On a toujours vu les grands pilotes s'illustrer ici, mais comme on a toujours vu sur un aspect différent, les grands pilotes s'illustrer à Spa sous la pluie. Parce que Spa, évidemment, est un circuit, il y a beaucoup de lignes droites, ta monoplace, si elle est performante, elle va prendre le dessus. Mais on a vu George Russell et Lando Norris faire des performances incroyables l'année dernière à Spa sous la pluie, parce que c'est un morceau de bravoure. Et ben le Spa sous la pluie à Monaco, c'est la même chose. C'est ce côté, on a besoin de voir l'essence même du pilotage, et rien que là-dedans, ce serait dommage de le perdre. L'essence même du pilotage, c'est la qualification, on le dit à chaque fois, et le samedi est toujours exceptionnel à Monaco. Et en fait, juste pour conclure, moi la question que j'ai envie de poser, vraiment, j'insiste dessus, est-ce que Monaco, de par son histoire, peut prendre en otage la Formule 1 dans les négociations, dans la volonté d'avoir les privilèges? Moi, ce que j'entends, moi, de la même manière, pour moi, Ferrari que Ferrari ait des privilèges, c'est normal. Ce sont Ferrari et Monaco, tu as fait l'analogie tout à l'heure, sont des monuments de la Formule 1. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Monaco est en position de force au moment des négociations, justement jouant sur cet aspect historique, ou est-ce que Monaco est en position de faiblesse parce qu'ils ne veulent pas justement trahir l'aspect historique, les privilèges, et se séparer de ça pour devenir un Grand Prix au niveau peut-être de l'organisation un peu plus normal? Mais c'est regarde, particulier. On va y répondre si tu veux. On va y répondre avec juste ce dernier volet, celui des solutions. Vous avez commencé à en discuter, à en parler. Brice nous a proposé même cette proposition d'une course contre la montre à réservoir quasi vide. Alors, il y a la première possibilité, celle à laquelle tout le monde pense. Pourquoi pas élargir la piste? Le prince Albert s'est exprimé là-dessus et il a expliqué que c'est compliqué de faire évoluer le tracé. Déjà, on l'a vu historiquement, ce tracé n'a pas beaucoup évolué parce qu'il y a peu de possibilités. Mais surtout, ça demanderait à la principauté de Monaco de faire d'énormes travaux urbains pour le circuit. Donc là, c'est carrément, est-ce que tu dénatures ta ville pour avoir un circuit mieux adapté aux normes modernes de la Formule 1? Zak Brown et Günther Steiner ont mis la pression également ce week-end. Sachant que Monaco, c'est pas... comment s'appelle la ville? Yongam. Yongam. Oui, Pyongyang. Tu circules... C'est des marais. Ouais, où tu construis le circuit pour ensuite en faire une ville autour. Exactement. Là, il y a une ville, en plus Monaco, c'est petit, tu peux pas... Ouais, et puis tu peux plus trop construire, il y a plus trop de l'eau disponible et de terrain disponible. Yongam. Zak Brown et Günther Steiner ont mis la pression également sur cette piste beaucoup trop étroite en disant il faut qu'on fasse quelque chose, sinon un jour on ne pourra plus venir. Et il y a le nouvel élément qui n'existait pas, enfin en tout cas qui était peut-être moins présent ou dont on ne parlait moins il y a plusieurs décennies, c'est qu'il y a une érosion provoquée par la montée des eaux, par la mer, et donc ça réduit encore plus les possibilités. Du coup, on en revient à cette question que tu posais, Hamza, tout à l'heure. Est-ce que les F1 doivent changer pour Monaco? Est-ce qu'on doit revenir à des monoplaces plus petites, plus étroites, plus agile? L'hybride, on le sait, nécessite quand même certaines contraintes au niveau du poids, au niveau de la superficie de la voiture, donc ça paraît difficile. On rappelle aussi que les accords Concorde ont été ratifiés jusqu'à 2025, donc on ne voit pas d'ici 2025, c'est impossible qu'on revienne à des voitures, des formules beaucoup plus compactes, uniquement pour Monaco. Et on en revient aussi à ce rapport de force, vous l'avez évoqué les gars, entre Liberty Media et l'ACM. Et moi je vous donne mon avis là-dessus, et après je vous laisse, ça répondra à ta question Hamza. Moi je pense que Liberty Media aujourd'hui est en position de force vis-à-vis de l'ACM, et je vais me faire un parallèle qui sera peut-être pas le meilleur, mais c'est un petit peu les discussions par exemple au niveau de la Super League en football entre le Real Madrid et l'UEFA à l'époque. C'est-à-dire que quand le Real a essayé de faire quelque chose, oui, le Real est un historique de la Coupe d'Europe, etc., mais in fine, c'est le business qui... Et encore le Real, ils ont perdu le soutien des gros clubs. Là, tu te retrouves dans une situation où Liberty Media peut dire à Monaco, écoutez, nous, la liste des prétendants, on en a un paquet. C'est une monarchie. On ouvre la porte, ils sont 15 à attendre. Donc si vous n'êtes pas... C'est pour ça que je trouve que c'est différent. Et qui rapporteront plus d'argent, même en termes d'audience, parce que les États-Unis, ça va faire beaucoup plus d'audience. Mais tu perds Monaco. Mais tu perds Monaco. Mais après, qui intéresse Monaco aujourd'hui? Si tu prends la F1 comme regarder les audiences, si tu regardes la F1 comme un business model, et je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Avec un besoin de croissance. Au-delà de la Formule 1. Peut-être. Peut-être les décideurs aussi, parce qu'il y a du business sur les. Moi, je te parle à la rigueur de téléspectateurs. McLaren, la saison dernière, ils ont changé leur livret pour Monaco. Il y a des sponsors qui arrivent sur les monoplaces exclusivement pour Monaco, sur les monoplaces. Je pense que tu peux perdre plus en sacrifiant Monaco
si tu es la F1, en gardant quelques petites concessions. Je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas les chiffres. Moi, je pense que si Domenicali prend 3 Grands Prix aux États-Unis, Oui. c'est qu'à mon avis, le marché il est là-bas. Après, 3 GP, même pays. c'est vrai. Ouais, mais bon, les États-Unis, c'est la taille de l'Europe. C'est vrai ce que tu Oui. dis, mais Fred Vasseur rappelait par exemple On a pour déjà le, eu 3 fois pour le au-dessus. Grand Prix de Miami, il disait par exemple que à Miami, et je pense que c'est le cas aussi pour Monaco, à un moment donné quand tu dois négocier avec des gros sponsors, avec des gros décideurs, c'est sur des places comme Miami et Monaco que tout se joue. Parce que quand tu invites un PDG, regarde Zinedine Zidane, tu l'as vu sur aucun Grand Prix. Ah, il venait pas à Manicourt. Non, voilà, tu l'as vu sur aucun autre Grand Prix que celui de Monaco. Tu vois, par N'allez exemple, balancer, il n'était pas là, Sochi, mais c'est encore un tir gratuit à Sochi. Mais... qui n'existe plus en plus. Dans C'est l'idée vraiment t'as tiré sur l'ambulance, quoi. sans aucun jeu de mots, je vous le promets. Je viens de regarder les audiences, les gars. 2021, pic record pour Canal+ sur le Grand Prix de Monaco. 2021. Et comme quoi, on se pose peut-être les mauvaises Voilà. questions par rapport à Monaco. Mais pour moi, le vrai seul souci de Monaco, c'est le sportif. C'est le spectacle. Enfin, c'est même pas sportif, c'est spectacle. Historiquement, ça a Sportif, toujours ça été va très calé bien. avec le Festival de Cannes. Il y avait toujours Complètement. Le cet aspect glamour. glamour, effectivement, où tu avais les invités du cinéma. De ce côté-là, moi, encore une fois, c'est pas ce qui me passionne le plus en Formule 1, mais c'est aussi la spécificité de Monaco. Complètement. Le seul problème, tu le dis, et je te rejoins complètement, c'est ce qu'il se passe en piste le dimanche. Donc maintenant, comment faire pour améliorer le spectacle à Monaco? Parce que moi, j'aimerais bien, sincèrement, avoir un format particulier. Alors moi, je partais du principe que dans un championnat du monde de Formule 1, tu devais avoir les mêmes règles pour tout le monde, à toutes les courses. Sauf que la F1, entre-temps, a introduit la qualification, la course sprint, appelez-le comme vous voulez, mais ils ont introduit ça sur certains circuits. Donc, ça change beaucoup de choses et ça change ce que moi, j'aurais tendance à appeler l'égalité ou l'équité sur les courses, puisque sur certaines courses, tu as des courses sprint ou des qualifications sprint, Complètement. tu n'as pas sur d'autres courses. Pourquoi à partir du moment où on a ouvert la boîte de Pandore, pourquoi est-ce que tu n'offrirais pas un statut particulier à Monaco ou à Singapour, les deux par exemple, circuit en ville, qualification sur un tour, qui moi me passionnerait. Mais encore une fois, le problème de Monaco, c'est pas forcément les qualifications, c'est la course. Ouais. Le problème des qualifications, c'est que, comme Gasly a été piégé, c'est que tu as trop de voitures et que, voilà, qualification sur un tour, c'est prime à la prise de risque. C'est une erreur, toi, tu es puni sans pénaliser les autres. Moi, encore une fois, je suis prêt à faire évoluer la F1 le samedi et ce serait peut-être encore plus passionnant. Tu verrais chaque pilote, chaque écurie, chaque sponsor, tout le monde serait gagnant, je pense, à avoir une qualification particulière à Monaco. Mais encore une fois, le problème, c'est la course. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Tu parlais de réduire le poids des monoplaces et réduire la taille des monoplaces pour Monaco. Mais il n'y a pas qu'à Monaco qu'on s'en plaint. Oui, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Ça n'empêche pas les dépassements. Non, mais c'est ailleurs. vrai. Et Bah si, c'est juste qu'on a besoin du DRS. Non mais Hamza, je me rappelle, tu avais même dit l'année dernière, et c'est une phrase que j'ai retenue parce que je suis entièrement d'accord avec toi, que ces voitures qui manquent de rigidité, non, justement, qui sont trop rigides et qui manquent un petit peu de flexibilité, donnent beaucoup moins d'émotion que les F1 d'il y a par exemple 15 ans. Bah, regardez le tour de... Je suis désolé, je le ramène encore avec ça, mais regardez le tour de Kimi Raikkonen à Monaco en 2005, après celui de Fernando Alonso en 2005, c'est de la pure Ce magie. qu'a proposé Canal dimanche, ou peut-être même dès samedi, un tour sur les 30 dernières années. Ils avaient pris 12 ou 15 pilotes où ils avaient fait un tour, tu sais, le tour de... C'est le meilleur Grand Prix de Monaco qu'on ait vu. Tu sais, le fameux tour de Franck que tu fais habituellement, où tu suis... Ben là, c'est un pilote. D'habitude, c'est un pilote qui te fait le tour avec la description de maintenant, c'est Jacques Villeneuve qui le fait. Ce qu'ils ont fait à Canal, c'est qu'ils ont pris un peu de Senna, un peu de tous les pilotes, ou de beaucoup de pilotes sur les 30 dernières années, et tu vois en fait l'évolution des voitures, mais tu vois que la piste n'a pas changé. Ça, tu pourrais plus le faire si tu fais évoluer la piste. Ouais, complètement. Tu n'auras pas de peur de comparaison. Pourquoi tu... Enfin, le problème... Regardez quand même... Alors, c'est des maquettes, hein, c'est pas la vraie McLaren, mais regardez la différence entre la McLaren, là, celle-ci, je sais plus, ça doit être fin des années 80. C'est pas la 88, c'est sûr, c'est peut-être la 89. je pense. Voilà, 88-89 peut-être. Et là, aujourd'hui, vous avez la McLaren 2022. Voilà le problème de Monaco, en fait. Voilà le problème de la F1. Hein, oui, désolé, mais globalement. ça arrive partout. Sauf qu'encore une fois, le problème de la F1 et le poids de ces voitures et la taille de ces voitures, ça n'empêche pas les dépassements ailleurs. Oui, il y a le DRS, mais en l'occurrence, à Monaco, il y a aussi le DRS, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Ah, mais attends, là, cette année, c'est encore particulier parce qu'on a le DRS sur une ligne droite qui est minuscule. Oui, et la piste humide, d'accord. À Monaco, d'habitude... Attends, il n'y a pas l'aspiration dans le tunnel. On l'a vu hier, hein. Dimanche. Parce que s'il y a l'aspiration comme l'année dernière, peut-être que Carlos Sainz y passe. Hein. Parce qu'il n'y a aucun moment où Carlos Sainz il peut faire quelque chose. D'accord. Parce qu'il ne reste plus que le DRS
et le DRS, il est sur une ligne droite qui fait 800 mètres. Donc tu fais quoi? Bah, je trouve que la F1 va dans la mauvaise direction pour certains trucs, notamment la perte de l'aspiration. Je préférerais qu'on ait de l'aspiration et pas de DRS, par exemple, une aspiration plus forte. Mais que du coup, face à l'immuabilité de Monaco par rapport à tout ce qu'on a expliqué, hein, je rappelle qu'ils ont déjà étendu le pays sur tout le côté du Larvoteux derrière le virage du Portier. Ils ne vont pas pouvoir étendre le pays à souhait. Donc à un moment donné, c'est soit tu décides que Monaco fait partie de ton ADN et que du coup, c'est une valeur étalon. Et tu casses la ville. Non, justement, que justement, c'est une valeur étalon par rapport à tes monoplaces. Et que peu importe l'évolution du monde, Monaco, c'est une piste de F1, elle a toujours été comme ça et qu'à un moment donné, il faut s'adapter à ça. Ou alors tu décides que Monaco, bah, en gros, c'est le boomer de ton calendrier qui comprend plus rien à rien et qu'à partir de là, bah, next, on fait 100. Mais il y a vraiment un virage qui va se prendre vis-à-vis de ça. Hein. Tiens, encore une fois, j'entendais la vidéo de Julien Febvreau avant le week-end, à Canal, il sort des petites pastilles, où il disait peut-être modifier le circuit avant le tunnel, prendre le rond-point, je crois, il disait. Ouais. Je veux bien. Qu'est-ce que ça change mais même, ça contribuerait aussi à élargir, à avoir plus de lignes droites et potentiellement une possibilité de dépassement juste avant la chicane. Mais tu dénatures le circuit, encore une fois. L'accident de Pérez, bah, tu l'as plus. Ouais, l'accident de Pérez en qualification. C'est exactement ce que je voulais avoir en Bakou, c'est magnifique. Le Loves, là, on est bien d'accord que les pilotes montent sur le trottoir. Ouais. On est vraiment au bout du bout. Hein. Et quand vous allez à Monaco... Tirage le plus lent de la saison. Hein. Oui. Et quand vous allez à Monaco hors Grand Prix, il y a encore moins de place que ça. C'est-à-dire que, vous y êtes, là encore, ça bouge pas trop, mais quand on va vers le port, quand on va vers le bureau de tabac, il n'y a pas de place. Il y a zéro place. Ils écartent déjà les meubles. Le Anthony Nogues, il y a une énorme statue de Fangio qui est posée dans le virage, avec un terre-plein central. Ils enlèvent déjà tout. C'est le maximum de place possible. Alors maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vire ça? Est-ce qu'on vire ce truc ou pas? Et aujourd'hui, on fait une course hors championnat, où par exemple, tu aurais d'autres voitures, je sais pas, qui pourraient courir là-dessus. Ça viendrait tuer Monaco. Tu connais mon avis sur les courses hors championnat. Moi, je milite pour le retour des courses hors championnat et un calendrier de Formule 1 avec 16 ou 17 Grands Prix. Un championnat du monde de 16 ou 17 Grands Prix. Malheureusement, si demain, on n'y est pas de toute façon, on n'y sera jamais. Ne jamais dire jamais, mais on n'y sera pas dans les prochaines années. C'est pas la direction que veut prendre la F1. Mais si demain, dans mon rêve le plus fou, une saison à 16 courses dans le championnat du monde de F1 et 15 courses hors championnat, moi, Monaco, ça fait partie du championnat du monde de Formule 1. Oui, tu veux pas le sortir du truc. Parce que dans les années 50, on se rappelle qu'il y avait par exemple les voitures, je crois, les sports cars, les voitures de super tourisme, par exemple, qui avaient disputé un Grand Prix de Monaco. Et c'était pas des vrais Formule 1, je veux dire. Et t'avais les plus grands pilotes, t'avais les Fangio à l'époque, Moss, etc. Donc, je suis pas sûr qu'on soit dans une époque où on accepte que ça compte pas. Ouais, c'est vrai aussi. Tu vois, oui, c'est vrai. Là, je regarde. Alors, j'ai jamais été à Monaco, je sais pas ce qu'il y a derrière la tribune. C'est le port, hein. Ouais. Oui, donc c'est l'eau. Hein. Ouais, mais la tribune, ça veut dire que tu peux monter par derrière, qu'il y a un passage. Ça veut dire que concrètement, alors je vais me lever, mais concrètement, j'ai l'impression que. Alors, je me mettrai. Professeur, tu peux créer une sorte de ligne droite qui pourrait te permettre une sorte de dépassement à la rascasse. Non mais regarde, sauf que là encore, tu perds l'endroit ici où il y a souvent des crashs, où il y a souvent des accidents. C'est un endroit important, je trouve, d'un week-end de Formule 1. C'est-à-dire qu'il y a des modifications, en fait. Des possibilités de modification sur ce circuit. C'est que là, c'est une plateforme avec des statuts. C'est une plateforme avec des statuts, c'est une plateforme portuaire. À ce moment-là, c'est plus du tout le goudron, le tarmac et la terre. Tu vois, ce que tu vois là-bas, alors je vais pas faire le tour de Manu, mais là, tu peux avoir une sorte de ligne droite. Qu'est-ce que tu veux faire? Et par exemple, déplacer cette tribune de l'autre côté, ou j'en sais rien. Mais le problème dans cette situation, c'est que à chaque fois, tu perds quelque chose dans ce circuit de Monaco. De l'autre côté, hein. Tu vois à gauche, en face de cette tribune, tu as quand même une pit lane. À la rigueur, je vais faire pareil. Les gars, on va peut-être pas faire des bulletins. Non, attends, regarde, là, tu mets la pit lane ici, tu fais une énorme ligne droite là-bas, effectivement, sur le terre-plein central qui est ici. Effectivement, tu gagnes quelque chose. Le terre-plein central, c'est les stands. Après, les gars. Mais tu mets les stands de l'autre côté. Je suis désolé, hein. On est une émission de Formule 1, vous n'êtes pas des experts en urbanisme, mais j'imagine non, mais on tente de voir des trucs. De difficultés et de choses à prendre en compte. Quoi qu'il arrive, si tu modifies quelque chose, tu perds un aspect historique, déjà un aspect historique, et puis un aspect important de ce qui fait le spectacle aujourd'hui d'un Grand Prix à Monaco. Les potentielles erreurs des pilotes qui sont sanctionnées à Monaco et qui ne le seraient pas ailleurs. Complètement. Les gars, si on devait conclure ce débat et résumer à peu près tout ce qu'on a dit, est-ce qu'on est d'accord pour dire que oui, il y a un problème de spectacle en piste du côté de Monaco, que quelque part, oui, au nom du glamour et de l'histoire, on est prêt à en faire fi. Et au niveau des solutions, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a aucune solution en fait à l'heure actuelle? Aucune solution qui dénaturerait pas l'état actuel des choses
et pour Monaco et pour la F1. Moi, malheureusement, c'est triste à dire, mais moi, j'ai envie qu'on reste à Monaco. J'ai envie qu'on garde le même circuit. Potentiellement une modification sur le format de la qualification du samedi, mais ça ne réglerait pas le problème du dimanche. Donc pour moi, il n'y a pas de solution. Mais j'ai envie de garder Monaco, évidemment. Oui. Pareil, mais exactement pareil, parce que si on bouge le circuit, on est nature. Si on bouge les F1, on se dira ah oui, mais les F1 sont adaptés à Monaco, alors qu'en fait, elles s'adaptent juste aux besoins de spectacle. Donc je pense qu'on est condamné à ce que ça reste comme ça, et que du coup, à un moment donné, quelqu'un qui n'ait pas la mémoire de tout ce qui s'est passé à Monaco se dise salut. Next, sachant que des places de jet set, de business et de glamour, il y en a de plus en plus qui naissent sur la planète. Donc peut-être que Monaco perdra au fur et à mesure tous les atouts qui lui ont permis de rester jusque-là au calendrier. J'en ai peur. On attend votre avis, les amis. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez vu d'autres solutions. S'il y a des experts en urbanisme d'ailleurs qui nous regardent, vous êtes les bienvenus, les amis. Et dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ce sera peut-être le cadre d'un décryptage, pourquoi pas, l'année prochaine. Et puis également, mais ça, je profite d'en parler. Si quelqu'un de la CM veut venir répondre à toutes ces questions et venir prolonger un petit peu le sujet, c'est avec grand plaisir, en tout cas, qu'on l'accueillera. Voilà pour ce débat. On ferme tout de suite cette séquence et on en ouvre une autre avec le décryptage. Allez, celle-ci, je vous la promettais depuis déjà quelques semaines, le troisième et dernier volet de cette trilogie d'entretien avec Éric Bouyer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Éric Bouyer ou pour ceux qui n'auraient pas vu les 2 précédents épisodes, Éric Bouyer est tout simplement un ancien team manager en Formule 1, un Français, c'est suffisamment rare pour le signaler. On se rappelle qu'il avait notamment atterri chez Renault après l'affaire dite du Crashgate, après le renvoi aussi également de Flavio Briatore et de Pat Simons. Il avait ensuite navigué jusqu'à Lotus, où il avait notamment été le patron de Kimi Raikkonen et Romain Grosjean, avant de s'engager, après un appel de Ron Dennis, chez McLaren. Malheureusement, il aura aussi vécu la purge McLaren, c'est-à-dire les années McLaren-Honda et cette association qui a viré au divorce et qui aurait pu virer, entre guillemets, au drame industriel. Éric Bouyer, justement, qui va nous parler des anecdotes, c'est des anecdotes d'écurie, ces anecdotes de pilote. Voilà le thème de cette troisième partie qui, je l'espère, va vous régaler. Parlons de Renault, parce que c'est là que le grand public vous a découvert. C'est là-bas que vous êtes arrivé aussi également en Formule 1. Vous êtes arrivé après un épisode un petit peu tragique, celui du Crashgate. C'était quand même un challenge vraiment compliqué pour une première expérience, on va dire, au pinacle du sport automobile. Oui, en même temps, quelque part, c'était peut-être un mal pour un bien, parce qu'en fait, l'écurie a été choquée et traumatisée par cet événement, donc elle s'était déjà elle-même restructurée quelque part, parce que ces grosses entreprises sont quand même bien structurées en termes de management. Et le fait que moi je débarque là-dedans, effectivement, j'ai choisi la voie de l'humilité complète, donc ça m'a permis de discuter avec tout le monde, ça m'a permis d'appréhender, de connaître les gens, de connaître leur histoire et de comprendre après, voilà, quelles sont les dérives, où est-ce qu'elles peuvent mener. Et donc effectivement, c'était plutôt en fait peut-être par hasard une bonne chose, quoi. Vous étiez plus un psychologue qu'un véritable directeur à ce moment-là ? Non, j'étais plutôt un étudiant qu'autre chose, parce qu'il fallait que j'apprenne le métier de patron d'écurie. Patron d'écurie de F1. Et puis après, il y a eu le côté, les essais, les médias à gérer que je connaissais pas. Et puis après, le reste, comme on dit, le clan des piranhas, effectivement, je l'ai découvert aussi. La particularité de Renault, c'est qu'il y a une usine en France, à Viry-Châtillon pour les moteurs. Il y a une usine aussi également en Angleterre, à Enstone. Comment ça marche et est-ce que ça peut marcher justement d'avoir ces deux entités, ces deux cultures qui doivent cohabiter et travailler dans le même sens ? C'est compliqué. C'est compliqué et j'ai vécu l'épisode Renault, justement, Lotus avec l'écurie en France, l'épisode McLaren avec Honda au Japon. C'est très compliqué quand même de faire... d'être compatible. Maintenant, il y a aussi une longue histoire entre Viry-Châtillon et Enstone, donc les gens se connaissent, se respectent. Et les process au final, que les process d'ingénierie et autres sont aujourd'hui, on va dire, standardisés quasiment, hein, donc il n'y a pas vraiment de problème, je dirais, entre Enstone et Viry. Après c'est le lien, ou le liant plutôt, qui va être
très important de faire en sorte que c'est la même entité et qu'il n'y ait pas un petit crack quelque part qui fait que les uns se sentent anglais et les autres se sentent français et vice-versa. Comment on évite l'écueil de chacun se tire dessus en disant bah non c'est le châssis qui marche pas, c'est le moteur qui marche pas. Comment on arrive à créer ce sentiment justement d'appartenance? Alors, il faut mélanger les équipes. Il faut un système de rotation avec des gens qui passent du temps à Viry et l'inverse, des gens de Viry qui passent du temps à Enstone. Et en fait, vous arrivez comme ça petit à petit à avoir à créer des liens justement que les gens se connaissent parce qu'il faut aller, comme on dit, enfin c'est pas de la politique que je fais, mais il faut aller au-delà en fait de la barrière culturelle en fait. Et c'est ce qui permet après aux gens de s'apprécier sur d'autres sujets que la langue ou d'où on vient. Évoquons un petit peu McLaren. Je repense aux petits enfants de la Mayenne justement qui rêvaient sans doute de rentrer dans le sport automobile. J'imagine que lorsqu'on reçoit un coup de fil de Ron Dennis pour remplacer Martin Whitmarsh, ça doit faire quelque chose. Ouais, alors c'était quand même une décision collégiale. Il n'y avait pas que Ron Dennis, mais on va la scénariser comme ça. Même si Martin Whitmarsh quelque part était aussi à l'origine de la décision, donc je tiens aussi à le saluer au passage. Le jour effectivement où j'ai reçu un coup de téléphone et je connaissais pas le numéro et que c'est Ron Dennis, ça fait drôle, ouais. Vous aviez des doutes sur le projet, vous sentiez que quelque chose pouvait mal se passer ou non, à ce moment-là on se dit c'est McLaren. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la F1 c'est la F1. Après il y a d'un côté le positif. Moi en plus il faut savoir que quand on parle de l'association McLaren-Honda, rien n'avait filtré dans la presse, on savait pas de ce qui quand est-ce que ça avait été signé, mis en place, les moyens mis en place par Honda. Donc après c'est un peu ça, c'est quand McLaren nous appelle, on peut pas dire non, sinon on est un peu obligé de dire oui. Et franchement, ça a été une expérience hallucinante pour moi, et dans le sens extraordinaire, mais aussi bien que l'a été Lotus, évidemment. Après, effectivement, quand j'ai découvert après l'intérieur, j'ai vu que ce serait pas aussi compétitif que ce qu'on aurait pu espérer, ou en tout cas croire par rapport à l'histoire passée entre McLaren et Honda. Ouais. On parlait de cohabitation entre Enstone et Viry-Châtillon. La relation entre l'Angleterre et le Japon, elle était très compliquée à ce moment-là. Pas très compliqué, mais pareil, il fallait laisser le temps au temps, le temps de se construire. Je pense que les objectifs qui peut-être été partiellement imposés par McLaren étaient un peu ambitieux, et moi venant de l'environnement Renault, je savais déjà que on savait déjà chez Renault que Mercedes ferait un truc incroyable à partir de 2014 parce qu'ils avaient dépensé plus, mais aussi démarré plus tôt que les autres. Ils avaient cru tout de suite au projet. Donc après, malgré, donc quand on a des entités comme Mercedes ou Renault qui ont des structures existantes et il leur faut 3 à 5 ans pour être, on va dire, plus ou moins performants avec la génération hybride, fallait pas s'attendre que Honda le fasse en 2 ans. Voilà. Donc après, il y avait forcément peut-être des objectifs qui étaient un peu ambitieux, quoi. On n'a pas parlé de Lotus, mais on va en parler à travers 2 cas, celui de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean. Un petit mot sur la gestion justement de ces 2 garçons qui sont assez différents. Ouais, alors écoutez, 2 pilotes plutôt diamétralement opposés, comme on dirait. Un jeune qui forcément avait un peu de rancœur parce qu'après son épisode en 2009, je crois, de quelques grands prix de mémoire, et de pas le retenir en 2010, ça a été déjà une discussion un peu compliquée. Et puis voilà, après un Kimi qui se découvre l'envie de revenir en F1 après du motocross et du rallye, si je me rappelle. Donc c'était vraiment 2 personnages différents, caractériellement différents, et en plus à deux étapes de leur carrière qui est complètement différentes. Donc il a fallu jouer un peu sur les égos, voilà. Et comment on joue sur les égos avec ces 2 garçons justement? On joue sur les égos. Non, on fait pas ça, mais j'étais quand même très convaincu effectivement de la pointe de vitesse de Romain, donc il l'a prouvé avec, je crois, 10 podiums. Donc après voilà, il fallait utiliser le jeune, et je dirais l'énergie du jeune, pour de temps en temps aller un peu pousser le plus âgé dans ses retranchements, où une fois piqué au vif, on avait vraiment là du grand Kimi qui ressortait. Vous avez aussi également travaillé avec Fernando Alonso. Alors Fernando Alonso, à chaque fois qu'on croise quelqu'un qui l'a connu de l'intérieur, on lui pose toujours la même question. Est-ce que il y a un côté destructeur d'écurie chez ce garçon-là? Non, pas du tout. Non, c'est une légende. Je pense qu'il ait fait des mauvais choix stratégiques dans sa carrière. Oui, c'est vrai.
Je dirais, ce qu'on oublie quand même, c'est assez étonnant, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il a aidé Menardi quand même à se construire quelque part. Ensuite, il va chez Renault F1, c'est quand même lui qui fait grandir l'équipe, 2 fois champion du monde. Il se tourne vers McLaren, qui est effectivement à l'époque la toute puissante écurie. Maintenant, le premier, il se retrouve face à Lewis Hamilton, le jeune mais c'est un jeune protégé et surtout il est anglais. Et je pense que c'est là où peut-être il y a eu un conflit culturel qui passe par cette rivalité entre 2 énormes champions. Et à un moment, l'écurie doit faire un choix. Et à partir de là, en fait, il y a eu des choix stratégiques qui n'ont pas été forcément bien faits, mais un destructeur, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et pourtant, c'est des phrases qui peuvent revenir de certaines personnes. Comment vous l'expliquez dans ces cas-là? Parce que c'est quelqu'un qui a un caractère. C'est un vrai compétiteur. C'est quand même, pour moi, je le compare. Enfin, je dis toujours c'est une machine, c'est pas très sympa, mais il a dédié sa vie et il continue d'ailleurs de dédier sa vie au sport automobile. C'est un mec qui pourrait avoir une vie beaucoup plus agréable qu'il n'a aujourd'hui, mais non. Chez McLaren, il venait me demander, me piquer 2 ingénieurs pendant l'hiver pour aller faire une course de karting au milieu du désert à Dubaï. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre à Dubaï, faire une course de désert? Mais parce que c'était son truc, il voulait gagner la course absolument, et donc il fallait emmener les stratégistes, les machins. Et il aurait pu aller sur la plage, hein. Non, il fallait qu'il aille faire une course de karting. Donc ça, c'est Fernando Alonso. Et voilà, donc mais c'est un mec qui veut tellement bien faire, tellement gagner, il vous pousse dans les retranchements, il pousse tout le monde dans les retranchements. C'est pas toujours bien compris et c'est pas toujours au bon moment parce que voilà, quand l'écurie n'est pas prête à gagner, ça crée de la frustration. Le fameux moteur de GP2, voilà, c'est de la frustration. Mais parce qu'il est aussi à un stade de sa carrière où il veut gagner et il voulait recréer un peu la legacy McLaren Honda. Donc il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas du tout un destructeur. C'est simplement quelqu'un de passionné, qui est entier et qui le dit. Voilà, c'est tout. Si vous aviez un qualificatif pour décrire la carrière de Fernando Alonso, je dirais d'abord pilote exceptionnel avec une détermination exemplaire. C'est le plus grand avec qui vous avez collaboré? Le plus grand, par la taille, c'est Jenson Button. Mais, Et par le talent? Et par ce qu'il dégage? Non, ils ont tous eu du talent, ils ont tous quelque chose de... J'ai eu la chance de travailler effectivement avec des pilotes assez intéressants et ils ont tous quelque chose de différent. Sincèrement, c'est difficile de comparer. Après, peut-être qu'un pilote plus complet, entre guillemets, pourrait être Fernando, mais c'est difficile de mettre quelqu'un en avant par rapport aux autres, parce que Jenson, c'est quand même le rare pilote qui a été battre Lewis, quoi, donc il ne faut pas l'oublier. Champion du monde, Kimi, c'est pareil, il avait ses qualités où il était diabolique sur une course. Je l'ai vu faire des trucs incroyables. Tout seul, sans ordinateur, et dans sa voiture, je veux dire, en regardant les panneaux avec les affichages, il arrivait à calculer dans sa tête les écarts avec les autres pilotes. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Donc ils ont tous chacun des qualités intrinsèques incroyables, quoi. Merci Eric Bouillet. Merci. Merci Eric Bouillet déjà de nous avoir accordé du temps parce que on va le dire aussi les gars très rapidement, mais c'est très sympa quand quelqu'un a ce vécu-là en Formule 1 et accepte, donne la confiance à des jeunes comme nous, même si cette émission, grâce à vous, prend de l'essor et est de plus en plus vue et est aimée aussi également. C'est vrai qu'il y a parfois un plafond de verre avec les vrais acteurs de la Formule 1. Il n'y a pas eu de plafond de verre en tout cas avec Eric Bouillet qui a répondu à toutes nos questions sans concession et qui nous a même parlé du GP2 Engine. On pensait qu'il n'allait pas du tout aborder la question, il en a parlé de lui-même et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Donc merci Eric Bouillet. Et on continuera bien sûr ces séries d'interviews avec des personnalités qui ont marqué la Formule 1 et qui vont nous parler justement des coulisses. C'est l'idée de vous amener au cœur de la Formule 1 et au cœur de la Formule 1 qu'on suit bien sûr de parfois très loin. Allez, tout de suite, le quiz, on ne perd pas de temps. Le quiz et on va, je sais pas, on va partir, on va se faire un petit plaisir, on va revenir un petit peu sur les quiz qu'on pouvait faire en temps. Les quiz d'antan, voilà, je vais le dire comme ça, je suis un peu fatigué. Et je crois que ce quiz, en fait, on l'a déjà fait. Mais c'était il y a tellement longtemps, je crois que même Pierre-Olivier Valette, d'Epiello F1, notre ami, était même sur ce bureau-là le jour où on l'avait fait. Bref, il était temps de le mettre à jour. C'est un quiz énumération. Vous l'aurez compris, on va essayer de retrouver les 36 vainqueurs du Grand Prix de Monaco. Oula, Dur. Ayrton Senna. Facile, les gars. Ayrton Senna. Alors, qui commence? Du coup, je crois qu'il a pris le... fait un putsch. Ayrton Senna, c'est parti. 6 victoires, c'est le recordman, bien sûr, à Monaco. Sergio Pérez. Sergio Pérez, et oui, le dernier vainqueur en date.
Prost. Alain Prost, tout à fait. 4 victoires à Monaco. Max Verstappen. Max Verstappen, tout à fait. Il a une seule victoire. L'année dernière. C'était l'année dernière, oui, tout à fait. Michael Schumacher. Michael Schumacher, en effet, qui s'est illustré du côté de Monaco. Schumi, il en a combien de victoires à Monaco? Attends, je vérifie, mais Quatre. c'est sûr qu'il a... Oui, 5, Cinq. pardon, 5. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, c'est 3 victoires. Nico Rosberg. Nico Rosberg, 3 victoires. Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, c'est une victoire, en effet. Juan Pablito Montoya. Je suis sûr. Juan Pablo Montoya, t'as raison. Oui. Je l'avais même oublié, tu vois. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, bien évidemment, une victoire. Jarno Trulli. Jarno Trulli, tout à fait. Fernando Alonso. Fernando Alonso, c'est combien de victoires le Une ou deux, je crois. Fernando, je vais Pas dire sûr c'est qu'il- 2 victoires. Ah, 2 victoires, Fernando Alonso. Alors, qui on a sont oublié bons, les gars. récemment J'aime bien cette énumération parce que je sais qu'elle peut durer un peu plus longtemps. Coulthard. David Coulthard, je te le dis de mémoire, je pense que c'est bon, je vérifie quand même pour être sûr. Il a gagné. Il fait partie des En champions effet, du monde deux- qui n'ont pas gagné. Ah ouais, deux victoires à Monaco. Olivier Panis. Olivier Panis, forcément 96. Ce n'est pas le seul Français, je donne un indice, c'est pas le seul Est-ce qu'on Français l'a qui a dit gagné à Monaco. Non, Mark Webber, on l'a pas dit. Mark Webber. Tu valides Mark Webber? Mark Webber, il a gagné sûr. On l'a pas dit. Et Mark Webber a... attends, parce que là je fais... Là, Webber, il a gagné. oui, il a gagné 2 fois, Mark Webber, excuse-moi. Jenson Button. Jenson Button a gagné en effet une fois. Pensez à la légende, Il y en a pensez aux qu'on a- il y en Français. a qu'on n'a pas dit, mais du coup, j'ai un doute. Ouais, vas-y. Si tu me le peux- Non, mais du coup, je vais pas le dire. Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio, en effet, 2 victoires. Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, tu as... Attends, oui, tu as raison, 2 victoires aussi également, Ok. comme Juan Manuel Fangio. Je suis dans une guerre de regard avec un mec qui me Ah, regarde c'est pas. génial. Graham Hill. Le couteau. Graham Hill, forcément, les gars, Record, non bravo. Bah 5 non, c'était victoires. le record, 5 ouais. victoires. Bon, ça va être compliqué. Mika Hakkinen. Mika Hakkinen, ouh, tu prends un risque. Je pense qu'il est plus facile à faire, mais tu as eu raison parce qu'il a gagné une fois. T'étais sûr Hein? T'étais sûr Pas du tout. Vous pouvez remonter dans le temps, les gars. Vous pouvez... Français de Payet. Depailler, tu as raison. Il a gagné à Monaco. Patrick Depailler, tu as raison. Lauda. Niki Lauda, j'ai envie de te le valider. Oui, 2 fois. Oui, bah oui, on est bête. Enfin, je suis bête. Dites-vous bien, on a dit quelque chose tout à l'heure, les plus grandes légendes se sont illustrées à Monaco. Jody Scheckter, ça me vient. Jody Scheckter, Arrête de tenter au pif de ouf. et il a raison, 2 victoires. En fait, c'est la légende qui l'aura pas gagné qui va le mettre dedans. Nelson Piquet. Nelson Piquet, ou toi t'es joueur. Ou toi t'es très très Légende joueur. des légendes. Enfin, à des l'époque, légendes. franchement, Nelson il y en a Piquet, tellement que je sais pas. Nelson Piquet, je revérifie 4 fois, mais non. Il n'a pas gagné à Monaco. Est-ce que tu as un nom? Piquet. Ah non, c'est mort. Est-ce Ouais, que c'est bon. Sterling Moss a gagné à Monaco? Sterling Moss a gagné 3 fois. C'est- Donc c'est une victoire d'Hamza Ramani, vous voulez qu'on continue vite fait? Toi, Non, tu mais peux en essayer c'est- un? Nigel Mansell. Nigel Mansell, je suis pas Pareil, sûr. j'aurais pas tenté. Attends, je te dis ça. J'en sais rien. Mansell, non. Non, mais j'aurais pas tenté. Non, Ah, non, je te non, dis. Mansell, non. Bon, Mansell, bah, je pense que c'est bien pour une fois. Ça fait 3 grands prix qu'il a pas exactement. gagné un quiz, Hamza. Voilà. Ouais, C'est ce qu'il aurait fallu à Ferrari ce week-end en fait. Hamza ramène en T'en as un stratège. dernier ou pas? Une légende de chez légende, dont on a parlé la semaine dernière avant le quiz. Tu sais, il y avait une photo avec une écurie dont on se rappelait plus trop de la fin des années 90, 97 pour être honnête. Ah, Montée- ton pote. Ouais. Ah, Demonil. Non, mais non, ah, non, non, non. 1997. 1997, il y a un ancien champion du monde qui avait monté son écurie. Tu sais, il y avait Alain Prost, il y en avait un. Ah, Oui, Stewart. Jackie Stewart. Oui, oui, bien sûr. Jackie Stewart, vous aurez pu me citer Maurice Trintignant chez les Français. Ouah. j'aurais pas pensé. C'est le premier vainqueur français, il me semble, en Formule 1 à Monaco. On aurait pu dire Jack Brabham, Bruce McLaren, Denis Hulme, Jochen Rindt, Denis Peterson, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve, Ricardo Gilles. Marquez, Gilles, ouais, je sais pas pourquoi. Gilles. Je sais pas, il y a une sorte d'accent anglais qui Jack vient. Villeneuve. Keke Rosberg, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ah, le Piquet, père. ouais. Sinon, vous les aviez les autres, les gars, bravo. Bon. Sinon, vous les aviez. Il en manquait pas beaucoup, bravo. Victoire de Monsieur Hamza Ramani. Fallait se rattraper, Dans cette se belle rattraper émission. après notre piètre prestation la semaine dernière. Enfin, je vous ai mis un peu dans un four. J'oublie parfois que vous avez 10 ans d'écart avec moi. Je suis un peu un boomer dans cette émission, mais voilà. Juste peut-être pas. 10, ouais, c'est vrai.
Je dis ça pour les mamans C'est qui nous Antoine. regardent. Je dis ça pour les mamans qui nous regardent. Allez, sur cette belle note d'humour et de finesse, je vous souhaite de passer une agréable semaine, les amis. N'oubliez pas, le prochain rendez-vous, c'est dans 15 jours. On aura rendez-vous à Winamax le week-end. Et puis, dès le lundi, sur First Team Sport, bien sûr, avant le mercredi. Et le débat. Merci Hamza, tu as été encore excellent. Brice, tu as été encore excellent, toi aussi. Et vous, chez vous, vous nous régalez. Alors, continuez de nous régaler, de nous suivre. C'est très important. Le pouce, l'abonnement, tout ce qu'il faut pour nous aider à continuer. Ciao.